été d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat, saison 1, épisode 21. Découvrons ensemble le sommaire de ce soir. Israël doit-il refuser la deuxième phase du plan Trump pour Gaza tant que le Hamas n'est pas totalement désarmé? Débat dans quelques minutes. Interview du tac au tac avec Jordan Florentin, journaliste à Frontières. Il nous présentera le dernier hors-série du magazine sur la nouvelle menace terroriste, celle des Antifa. Laura Amoyal, la chef d'édition de l'émission, a sélectionné 4 informations pour le traditionnel tour de l'info. Et le second débat sera consacré à Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien devrait-il tout lâcher pour obtenir la grâce du président Herzog? Ça se débat, saison 1, épisode 21, en compagnie de Guillaume Bensoussan. Bonsoir Guillaume. Bonsoir mon cher Raphaël. Comment allez-vous? Je vais très bien, je vous remercie. Si je vous dis qu'un terroriste gazaoui du 7 octobre vit actuellement sa meilleure vie en Belgique, il se balade tranquillement au marché de Noël, est-ce que vous y croyez? J'y crois, surtout quand on a suivi un peu l'actualité. Les terroristes, vous savez que bravo, vous avez fait vos devoirs. En Belgique ou au Caire, ils mènent effectivement leur meilleure vie depuis le 7 octobre, et puis on va les retrouver bientôt dans les rues de France. Malheureusement, ce n'est pas à souhaiter, mais l'UE étant ce qu'elle est, c'est forcément un risque que l'on court. En face de vous, David Benichai. Bonsoir David. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bienvenue dans Ça se débat. Et à Paris, Myriam Palomba. Bonsoir Myriam. Et à vos côtés, Meyer Habib. Bonsoir Meyer. Passons tout de suite au premier débat de l'émission. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé hier prévoir de passer, je cite, très bientôt à la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, parrainé par les États-Unis, tout en relevant que cela sera difficile. La deuxième phase prévoit notamment le désarmement du Hamas, une option longtemps rejetée par le mouvement islamiste qui s'est finalement dit samedi prêt à remettre ses armes à une autorité palestinienne, je cite, si l'occupation cessait. Israël doit-il refuser la deuxième phase du plan Trump pour Gaza tant que le Hamas n'est pas totalement désarmé? Guillaume Bensoussan, vous répondez oui. Guillaume, c'est à vous. 4 raisons pour lesquelles, effectivement, Israël ne doit absolument pas passer à la phase 2. La première, c'est le fait que le Hamas n'a pas respecté son engagement de démilitariser. Il n'a pas respecté le fait qu'il allait quitter le pouvoir. Et il n'a pas non plus respecté le fait de dire qu'une force internationale allait pouvoir prendre sa place. On a entendu Khaled Meshal et un certain Bassem Naïm, qui est membre du Conseil de la Shura, nous le dire pas plus tard que ce week-end. Ensuite, il y a la question des otages. Les otages qui devaient être libérés sous les 72 heures d'après le plan en 20 points de Trump. On attend encore un des otages, une dépouille d'otages, qui n'a toujours pas été restituée. Le troisième point, c'est évidemment la question des pays arabes. Le Qatar, la Turquie sont les grands amis du Hamas. Les Émirats arabes ne veulent pas du djihad chez eux, on en avait parlé il y a un mois, donc ils ne veulent surtout pas se mouiller. Donc il y a très peu de chances qu'on voit cette force constituée en grande partie de pays arabes venir intervenir. Et puis la dernière raison, c'est l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne qui continue de pratiquer le pay for slay, la récompense d'assassinat de juifs, alors qu'elle s'était engagée à se réformer. Donc évidemment qu'il ne faut pas qu'Israël passe à la phase 2. Guillaume. David Benichai. Je regrette qu'on soit là où on en est aujourd'hui, mais il y a un plan de paix, il faut avancer. Et je serais d'avis que ça a été négocié en amont et que Netanyahou est partie prenante de la négociation avec cet élément-là. Mais le Hamas ne respecte pas les clauses du plan de paix. Vous l'avez lu comme moi, les 20 clauses. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Je sais qu'il ne respecte pas, n'empêche. Quel message Israël envoie-t-elle au monde si on accepte le fait de donner au Hamas une position dans laquelle il est plus aisé pour lui de nous attaquer de nouveau dans le futur, si on lui dit « vous n'avez pas respecté le plan, mais c'est pas grave, on continue avec l'étape 2 ». Quand vous libérez 99% des otages, les corps des otages décédés, et qu'il en reste un sur lequel effectivement il se pose... Vous ne pouvez pas dire qu'on a cassé l'accord. Il s'était engagé à les libérer dans les 72 heures. Meyer Habib. Ça fait 8 semaines. Là. M'a dit Guillaume Bensoussan, Khaled Meshal, le leader du Hamas, qui habite en Turquie, a déclaré « La bataille contre Israël n'est pas terminée. Nos armes sont notre honneur et notre gloire. Le 7 octobre a préparé le terrain international pour exclure Israël de la scène internationale. Le message est clair, sauf peut-être pour certaines chancelleries européennes. » Si Israël ne fait pas le premier pas, il y aura toujours un Hamas pour remplacer combien de premiers pas Israël a déjà fait?
Combien de Donc, premiers à pas un Israël moment, a-t-elle il y a fait un plan de paix décidé Israël n'a-t-elle par- pas rendu le Sinaï décidé Israël par n'a-t-elle pas Netanyahou. proposé la moitié de On s'entend Jérusalem pas. On s'entend. Guillaume est après vous pour conclure. Le contrat a pu être fixé tel qu'il a été fixé, précisément parce qu'Israël a exercé une grande pression militaire sur le Hamas. Et quand on compare justement avec les ébauches de plans précédentes, on se rend compte effectivement que c'est du fait de cette pression militaire que ce résultat a pu être obtenu. Retour sur le plateau d'i24 News, toujours en compagnie de Myriam Palomba, Meher Habib, David Ben Ishai et Guillaume Bensoussan. Vous connaissez la tradition, après la pub, c'est toujours le moment du tour du reste de l'info. Guillaume Bensoussan, votre information. En fait, ce qu'on a appris ce matin, moi, m'a beaucoup fait penser à ce qui s'était passé en Australie. Peut-être que certains de nos téléspectateurs s'en souviennent. Un couple de musulmans infirmiers à l'hôpital qui s'était vanté face caméra d'avoir assassiné un grand nombre de juifs dans leur service. Ça avait fait un tollé pas possible. Donc, ce que je voulais dire sur cet événement, c'est que ça n'est pas la première fois qu'il se produit, c'est la première fois qu'on s'en rend compte. D'accord ? Et évidemment, la première chose à laquelle j'ai pensé, chose que personne ne veut dire, même Meyer parle d'islamisme, c'est la raison pour laquelle Georges Bensoussan avait été traîné au tribunal, même par la Fondation pour la Shoah, quand il avait cité ce scénariste algérien qui disait en islam, l'antisémitisme est tété au lait de la mer. Et voilà, c'est exactement ce qui se produit. Donc parler d'islamisme et d'islam, ça ne veut rien dire. Finalement, systématiquement, évidemment que tous les musulmans ne sont pas des terroristes, c'est évident. En revanche, on trouve chez ceux qui pratiquent ce genre d'actes abominables, abjects, antisémites, une grande représentation de la confession musulmane. C'est malheureusement quelque chose qu'on se doit de constater. Guillaume Bensoussan, dans le journal d'un prisonnier apparaître mercredi 10 décembre, Nicolas Sarkozy révèle s'être engagé auprès de Marine Le Pen à ne pas appeler à faire barrage au RN en 2027. Une réaction ? Je ne vous dirai ni plus ni moins que ce que notre président Éric Zemmour a dit hier. Le président du mouvement Reconquête. Du mouvement Reconquête, tout simplement qu'il était grand temps. Il était grand temps. Alors Sarkozy, justement, a réussi à évincer Jean-Marie Le Pen dans sa campagne fantastique de 2007, et donc il a joué de ce cordon sanitaire, mais il a surtout joué en allant chasser sur les terres du Front National à l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'il s'est rendu compte que la seule voie de sortie, c'était précisément de briser ce cordon. Sinon, on allait avoir un second tour qui allait forcément avoir l'extrême gauche, puisque justement ils ont pratiqué une politique de clientèle vis-à-vis des populations immigrées arabo-musulmanes, contre un candidat qui ne sera forcément pas celui qu'il désirerait voir au second tour. Donc je pense que Sarkozy, je ne sais pas s'il a connu l'épiphanie quand il était dans sa cellule pendant ces 20 jours, mais en tout état de cause, je salue une prise de conscience tardive, mais tout à fait raisonnable. On va à l'international. Donald Trump a reproché dimanche soir à son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, de ne pas, je cite, de ne pas avoir lu la proposition de paix sur l'Ukraine dévoilée il y a 3 semaines par Washington et qui fait l'objet de pourparlers séparés avec Moscou et Kiev. J'ai l'impression qu'on en est toujours au même point qu'il y a quelques années. On n'a pas avancé beaucoup sur cette question. Au-delà du réalisme nouveau dont vous parlez, qui est tout à fait surprenant parfois, il y a une tendance chez Trump qui, moi, me dérange un peu. C'est le fait d'être plus vicieux, plus exigeant, beaucoup plus exigeant avec ceux qui sont censés être ses alliés qu'avec ses ennemis. On le voit avec l'Ukraine, on le voit aussi avec Israël. C'est-à-dire que Trump a forcé la main pour l'histoire du cessez-le-feu, Trump force la main à Volodymyr Zelensky, et il se fait miel et chaleur et gentillesse quand il s'agit de parler avec l'émir du Qatar, quand il s'agit de parler avec Vladimir Poutine, avec les résultats qu'on connaît. Donc moi, en fait, j'aurais tendance à dire, je préconise depuis très longtemps le fait qu'il faille, que ces deux pays d'ailleurs, mais qu'Israël en l'occurrence, diversifie ses alliances. Il ne faut pas qu'Israël reste entièrement dans le creux de la main des États-Unis, mais pour l'avenir, de telle sorte à ne pas être mis face à la même situation que celle dans laquelle on s'est trouvé, à y voir l'Inde, à y voir éventuellement la France, quand Macron ne sera évidemment plus là. Netanyahou a indiqué dimanche qu'il ne se retirerait pas de la vie politique en échange d'une grâce. Benyamin Netanyahou est-il trop accroché au pouvoir ? Guillaume Bensoussan. Je crois que... Attendez. Guillaume Bensoussan. Meyer le disait. Si vous étiez à la place de Benyamin Netanyahou, est-ce que vous n'irez pas vivre à Miami, en face de la mer, pour faire des conférences très bien payées, et basta. C'est impossible de vous le dire. Non, j'en sais rien du tout. Moi, ce que je voudrais dire sur la question que vous posez, est-ce qu'il est trop accroché au pouvoir ?
ça me paraît être une question un peu casse-gueule, quoi. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour mesurer ? C'est le concept de l'émission, quand même. Bien sûr. Le temps, 18 ans, honnêtement, quelle est la métrique pour savoir s'il est trop accroché, pas assez accroché ? Moi, je dirais effectivement qu'il est accroché. En Allemagne, Angela Merkel est restée très très longtemps. Il n'y a personne qui disait à Angela Merkel qu'elle était trop accrochée au pouvoir. Non, mais je dirais même qu'il est accro au pouvoir. Mais comme tous les hommes politiques en souffrent. On regarde le règne d'un François Mitterrand, 14 ans. Bon, vous ne le tirez pas dessus à boulet rouge. Généralement, c'est vrai qu'il y a des petites tendances partisanes qui viennent s'exprimer ici et là. Oui. Bon, pour nuancer ce que je voudrais dire, j'ajouterais pour conclure cette intervention que je suis très heureux que Macron ne soit pas président ou Premier ministre en Israël, parce que ça voudrait dire qu'il pourrait se représenter et ça serait une véritable catastrophe. Je pense effectivement qu'il faut que le système israélien change, cette proportionnelle intégrale archaïque qui permet justement à l'un et à l'autre, que ce soit à Bibi, dont on sait qu'il pratique abondamment ce genre de choses, de mettre des gens qui sont très médiocres sur sa liste, et ça se retrouve dans tous les partis. Il faudrait effectivement qu'il y ait plus de représentativité, de telle sorte à pouvoir avoir des hommes politiques dont le niveau remonte un peu. C'est d'abord la faute du système qui structure la vie politique israélienne. Ainsi s'achève cette émission. Merci David, merci Guillaume, merci Myriam, merci Meyer. Merci.